Voici donc arrivé le 3e vendredi, jour de publication de la dernière partie de notre discussion entre espions. L'interview de Sergueï Girnov, ex-officier supérieur du KGB, de la prestigieuse direction S, celle des clandestins. À la fin de ton livre, il y a une analyse de ta part qui m'interpelle. C'est ta vision négative finalement de l'espionnage, en disant qu'on crée plus de problèmes qu'on en résout, qu'on n'est pas forcément si efficace que ça, et que finalement un monde sans service de renseignement serait pas moins efficace et on n'a rien à gagner à développer des services de renseignement. On se tire un peu une balle dans le pied là, entre nous. Oui, parce que ça c'est mon historique. Moi j'ai vécu quand même la défaite totale de mon service, de mon parti, de mon pays. Donc du coup, je peux me permettre d'être très amer et très critique par rapport à ça, puisque j'ai plus rien à défendre par rapport à ça. Même les services qui existent actuellement en Russie, ces réclames, comme je t'ai dit, ils vivent un peu dans la schizophrénie. Mais surtout, le monde a changé. Moi, je sens vraiment que le changement de monde avec la technique qui est venue, avec Internet, avec globalisation des échanges, avec la énorme capacité maintenant pour n'importe qui, avec juste très peu de moyens, avec les réseaux sociaux, de faire défi au plus grand service du monde. Bellingcat, une équipe de 5 personnes, Poutine les moquait en disant c'est les anciens chômeurs, mais c'est encore pire, c'est 5 personnes qui avaient juste leur capacité d'analyse, ils ont trouvé tout sur le GRU, sur l'assassinat de Skripal, enfin sur cet attentat qui était là, les noms, les adresses, les plaques, les passeports, les unités militaires dans lesquelles ils sont passés. Donc du coup, en fait, ils ont manqué un énorme service qui a 25 000 personnes avec les budgets de millions. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais ça sert à quoi en fait? Il y a ça. Deuxième chose, malheureusement, c'est ce qui se passe un tout petit peu pour la DGIC en France, c'est que les services de renseignement à l'ancienne, c'est les services qui ont des capacités de capter tout ce qui est organisé. Donc, quand tu as un groupe terroriste, quand tu as un adversaire organisé, un service de renseignement contre lequel tu luttes, tu peux être efficace parce que tu as la même façon, enfin, tu as des codes de compréhension de ces services et tu perçois les signaux de leur fonctionnement. Quelqu'un qui est dans son coin, tout seul, qui se radicalise tout seul, qui va dans la supérette acheter un couteau et qui va dézinguer 3 personnes innocentes, absolument pas programmées, qu'il va rencontrer dans la rue, aucun service du monde ne peut lutter contre ça. Donc du coup, là aussi, c'est inefficace. Et les derniers attentats en France, c'est tout ça. Alors tu dis oui, ça, Bellingcat ou Wikileaks a plus de réussite finalement qu'un service de renseignement. Les diplomates, les journalistes aussi font un travail qui est très efficace pour récupérer du renseignement. C'est vrai que François Bayrou dit mais non, mais le renseignement du diplomate, ça vaut rien, c'est pas en faisant des cocktails. C'est faux. C'est faux. Et là, je suis d'accord avec toi. C'est faux. Les ministères des Affaires étrangères fournissent un très très bon renseignement. Un bon diplomate, il est bien renseigné. Tout à fait. C'est pas du renseignement, voilà. Tout à fait. En fait, ce qui nous différencie avec les diplomates, c'est que nous, c'est les méthodes qui sont différentes. Le renseignement, c'est le même. Peut-être eux, ils sont plus aussi dans la recherche des sources ouvertes, du contexte. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les documents, c'est les sources secrètes. Et puis, on n'a pas de limite dans la forme. Hein, donc, on peut tuer à la limite si on veut. Enfin, si on est autorisé. Eux, ils peuvent pas se le permettre. Les journalistes non plus. Un bon journaliste d'investigation, je vous dis, Mediapart, la rédaction de Mediapart, elle vaut très très bien un département à la DGSE et à la DGSI, voire même plus. Donc voilà. Et il y a autre chose aussi, c'est que avec l'internet et les réseaux, quand on me pose la question, et là on peut en revenir un tout petit peu à ta question sur les meilleurs services du monde, les meilleurs services du monde d'enseignement actuellement, c'est GAFAM.
C'est Google, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Microsoft. C'est ce que disent pas mal de mes abonnés. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils ont tellement des moyens, et à la limite, les services classiques d'État sont intéressés de leur piquer des masses de données que personne ne possède et que eux ils possèdent. Après, tu as aussi les banques, les compagnies d'assurance, tu as tout le côté médical, et en fait, pour tout le monde. Enfin, je crois que le renseignement à l'ancienne, il est dépassé. Il est dépassé par le progrès. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas inutile. Je précise bien. C'était un peu de la provocation, peut-être en disant. Oui, c'est un peu pour provoquer, mais quand même, je suis pas très loin quand même de la vérité. Avec les nuances, bien évidemment, où il y a un tout petit peu de provocation, parce que dans le livre, il faut faire des provocations pour le faire vendre. Ça a fait réagir d'ailleurs Donessé, qui m'a répondu, mais lui, avec son profil, il est toujours en activité. Ça, j'ai adoré ça. Et comme mon éditeur m'a demandé, on le laisse, je dis oui, on le laisse. Voilà. Oui, moi, souvent, j'ai certains abonnés aussi qui sont persuadés que je suis une opération de communication de la DGSE et que je suis toujours payé par mon ancien service. Ce qui n'est pas vrai, mais de toute façon, tes émissions servent. Parce que même si ton service a récupéré même le bureau des légendes dans lesquels les ET sont représentés comme les malades mentaux, les traîtres, les névrotiques les pervers sexuels, etc. Et avec ça, ils font de la bonne communication parce que il paraît qu'ils croulent sous les demandes de candidature spontanée. Tout sert à la communication. Et même Poutine peut-être récupère aussi ce que je dis sur le KGB. Hein. Qui sait? À un moment dans le livre, tu dis j'aurais aimé peut-être refaire mon travail actuellement avec les moyens techniques qui sont ceux d'aujourd'hui. Et tu te souviens d'avoir dit ça, non? Oui. Et ça, je suis d'accord, parce que moi, j'ai quitté le service en 2017, et cette révolution technologique, je l'ai vécue, et le plaisir de travailler avec ces moyens techniques intégrés, je vois l'efficacité que ça apporte, et je trouve, et puis on voit qu'en France, on a un pays démocratique qui choisit de mettre plus de budget sur ces services parce que le pouvoir politique sent qu'il a des retours, qu'il est plutôt bien renseigné. Et donc je suis d'accord que les diplomates font aussi très bien leur travail, que parfois des petites structures amatrices, parce qu'ils n'ont pas la lourdeur administrative, ont des résultats extraordinaires. Mais je crois encore beaucoup quand même en la force de nos services de renseignement. Et le SVR et le GRU, même s'ils font plein d'opérations visibles, fortes, ils se font détecter, mais ils ont quand même une puissance de frappe, une influence sur les pouvoirs, sur la situation géopolitique, sur les élections américaines. Même si c'est une puissance négative, ou nous on l'aperçoit d'une manière négative, elle est là. Pour eux, c'est une réussite, tout à fait. Et puis, ça leur donne la possibilité de faire la nuisance, même sans sortir du territoire, hein, parce que la fabrique de trolls qui est à Saint-Pétersbourg, à Moscou, peut influencer, tu imagines, en fait, même le KGB ne se permettait pas de faire ça, influencer l'élection du président de la première puissance du monde. Donc, c'est vrai que là, on est très très loin. Je reviens un petit peu sur la formule dont on parlait, sur les acteurs qui ne sont jamais applaudis finalement. Est-ce que tu n'as pas l'impression que notre nouvelle carrière médiatique, à nous deux, nos livres que l'on sort, nos apparitions sur les plateaux de télévision et de radio, c'est pas un peu une vengeance et une soif d'ego, de reconnaissance enfin? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Si, je crois qu'en fait c'est une sorte de vengeance sur la profession. Ça veut dire qu'on a compris qu'une fois lorsqu'on est libre, on a envie en fait de parler de ça. Puis moi je l'ai ressenti quand j'étais en Russie, que par exemple le SVR qui a remplacé la première direction générale du KGB a fait voter une loi, ce qui était la première, parce qu'avant c'était les lois secrètes qui géraient notre activité, et que cette loi en même temps nous interdisait d'intervenir, de révéler notre appartenance même à l'ancien KGB. Et j'ai commencé à ressentir le poids du secret. Et j'ai constaté que finalement le poids du secret, lorsqu'on est dedans,
Lorsqu'on est dans le service, ça se porte très très bien, puisqu'on est dans le feu de l'action, on a les codes, on a l'accompagnement, on a la récompense, puisqu'on est payé pour ça. On est aussi au contact du secret, d'actualité. Voilà, d'actualité, et on est conscient qu'on joue, en fait, on est acteur les éléments preneurs de l'histoire. Mais lorsqu'on sort, ça devient de plus en plus de garder l'anonymat et le secret, et puis on a envie aussi de partager notre vision, parce que tout le monde, je crois que c'est arrivé à toi, mais à François certainement, on ne comprend comment ça fonctionne que lorsqu'on est dedans. Mais donc c'est un peu tard. Et donc les pauvres jeunes qui rêvent, enfin moi je reçois énormément de sollicitations, je voudrais faire ça et ça, est-ce que vous pensez, etc. Donc en fait il y a une demande même par rapport à ça. Et j'ai eu envie, en fait, de répondre à cette demande. Et j'ai conscience aussi, oui, il faut bien le dire, on est content d'avoir vécu des vies qui étaient pleines, des vies qui étaient extraordinaires. Je suis conscient qu'on fait partie d'un tout petit club. Je me suis amusé à un moment donné de taper sur Google espion du KGB. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était les grands noms comme Philby, comme Blake, comme Gordievsky, comme Vetrov qui sortaient. Maintenant, sur le tape, c'est Sergei Girnov qui ressort. Bon, c'est une petite anecdote, mais bon, en même temps, on remplit notre mission. Et donc cette visibilité, elle peut servir, et nous, bien évidemment, un peu pour notre ego, mais c'est pas un truc narcissique. Ça veut dire que, et dans tes émissions, et dans mes interventions, et dans nos livres, en fait, on n'est pas narcisses, nous ne sommes pas les narcisses qui regardons dans le miroir juste pour voir nos tronches et pour être satisfait de nos tronches. Hein. On a des analyses à apporter, on a des choses que nous avons vécues et que nous voudrions bien partager avec le public, et même des interventions comme ça, des interviews croisées entre les anciens, c'est même intéressant, c'est encore plus intéressant parce que quand on était sur le terrain, on n'aurait pas pu se permettre d'avoir ça. Donc en fait, c'est quelque chose d'unique. Hein. Alors, je pense qu'en plus, on le fait d'une manière raisonnable, on fait attention à ne pas trop en dire non plus. Tout à fait. Parce que toi, tes émissions en clandestinité, tu dis je ne veux pas en parler. Voilà, il y a une partie sur laquelle je veux pas, même maintenant, même si je suis pas d'accord avec un certain nombre d'éléments qui sont en Russie, avec Poutine, etc. Mais je garde des éléments que je dirai jamais, quoi qu'il arrive. Voilà, et toi, c'est pareil. Hein, moi, ce qui m'agaçait, je trouve qu'il y avait un manque. C'est-à-dire que les espions ne peuvent pas s'exprimer d'eux-mêmes pour raconter comment est-ce qu'ils perçoivent leur propre travail. Évidemment, c'est secret. Mais il y a une manière de présenter les choses d'une manière un peu plus ouverte, compréhensible, vis-à-vis du grand public. Et je trouve qu'il manquait une voix d'anciens espions qui disent voilà comment ça se passe. Et ça m'agaçait que cette voix nous soit confisquée par d'autres, par des journalistes, par des historiens qui font par-delà bien leur travail. Mais il y a un décalage, et c'est pas toujours, je n'écoutais pas et je ne lisais pas ce que j'avais envie, ce que je trouvais parfaitement honnête de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Donc tout à fait. C'est un peu le sens de ma démarche. Oui, tout à fait. Moi, j'ai retrouvé la même chose et j'étais même plus loin dans cette démarche. Par exemple, je dis, c'est intéressant de voir un chercheur, un journaliste qui est spécialisé dans la matière d'écrire quelque chose, mais il pourra jamais raconter, nous, on a fait la formation, il pourra jamais raconter les odeurs, les bruits, les couleurs, parce qu'il n'a jamais été dedans. Donc nous, on était dedans, on sait comment ça se passe dedans. Donc du coup, on n'a pas besoin de légitimité autre que notre expérience qu'on a vécue, tandis qu'un journaliste ou un chercheur est obligé d'être très performant. Et de toute façon, nous, on est les sources premières. Eux, ils mangent uniquement ce qu'on leur donne, ce que nous, on leur donne. Et si des gens comme toi et moi ne parlons pas, il y a peut-être le service de presse de nos services respectifs qui va s'en charger, mais là c'est de la propagande aussi, parce qu'en fait c'est les institutions, donc ils font de la com qui les intéresse, et cette com elle est bien orientée, hein, donc il y a de l'intox de l'adversaire, donc ils vont pas raconter les choses de notre matière, à notre manière. Donc du coup, je crois qu'on a une approche bien fondée dans ça. Moi j'ai des réactions différentes sur mes anciens collègues qui sont encore en fonction. Il y a ceux qui disent n'importe quoi, c'est un traître, le mot est un peu fort, mais ils critiquent forcément ma démarche d'ouverture. On dit
C'est comme le livre, un président ne devrait pas dire ça, un espion ne devrait pas se répandre dans les médias. Ou les généraux qui signent un communiqué. Ou les généraux, ça, bon, autre sujet. Mais j'ai aussi une partie de mes anciens collègues qui sont contents de dire tiens, enfin, tu es un peu notre porte-parole. Voilà, oui, notre travail, il est comme ça. Oui, notre sacerdoce, nos convictions, sans déformation. Et donc, ils sont assez contents qu'il y ait quelqu'un d'entre nous qui s'exprime et qui explique comment se passe le travail, le métier. Et donc, il y en a pas mal qui sont aussi reconnaissants. J'ai exactement les mêmes retours. D'ailleurs, je m'attendais Critique et positif. Aussi, ouais. je m'attendais à beaucoup plus de critiques, voire d'insultes, voire même de menaces sur les réseaux sociaux que de réponses positives. Et finalement, en fait, les réponses positives, ça représente en gros au-delà de 95%. Il y a un tout petit peu de critiques, mais en gros, donc les likes des vidéos, c'est par milliers, et il y a quelques centaines de non-likes, et c'est même pas sûr que c'est par rapport à moi ou ce que je raconte. Il y a peut-être aussi le journaliste qui m'invite, qui n'est pas aimé, etc., etc. Donc non, mais je crois qu'il y a un réel besoin. Et non seulement il y a ça, mais aussi il y a beaucoup de mythes qui circulent dans le grand public par rapport au renseignement et l'espionnage. Et à la limite, les institutions ne sont pas tellement soucieuses de casser ces mythes. Et moi, ça m'a agacé. Hein. J'ai jamais vu un vrai bon film qui me satisfait sur l'espionnage. J'ai jamais lu un vrai roman qui me satisfait entièrement sur l'espionnage. Donc voilà, Bureau des légendes cinématographiquement, c'est un chef-d'œuvre. Au niveau d'espionnage, c'est une grosse merde. Hein. Enfin, il raconte vraiment n'importe quoi. Hein. Enfin, je m'excuse, mais bon, je sais pas comment tu l'as perçu toi. Mais de toute façon, donc il y a un rôle. En fait, effectivement, il y avait un manque de ce regard, de ce porte-voix. Et j'ai l'impression aussi que même mes collègues que je critique de l'autre côté, ils sont contents que je sois là. D'accord. Mais tu as des ressources spécifiques? Non. Non, c'est un collègue qui dit. Si, j'ai des collègues qui m'écrivent aussi, en fait, ils prennent des raccourcis ou des chemins tortueux pour venir jusque moi, mais je suis pas rejeté par la communauté de renseignement en disant c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le SVR, même malgré tous les procès que je leur ai faits, ils n'ont jamais arrivé sur la place publique en disant c'est un clown, il raconte n'importe quoi. C'est le ministère des Affaires étrangères russe qui a fait ça lorsque j'ai donné une interview aux Suisses, et ça a relancé le scandale diplomatique entre la Russie et la Suisse. Là, ils ont essayé. Et même eux, ils n'ont pas réussi à casser le sérieux, parce que les gens se rendent compte, en fait. C'est ça. On a, ce que moi, je reçois comme retour, c'est qu'on sent que vous êtes dedans. Et moi, contrairement à toi, j'ai même des preuves physiques, hein, parce que j'ai des décisions de justice et des documents avec les signatures. Donc, j'ai les preuves physiques de mon appartenance au service. Donc, personne ne peut venir en disant non, c'est n'importe quoi, c'est un mythomane qui... J'ai des preuves, moi, j'ai mes bulletins de paix, par exemple. Avec le bulletin de paix, on peut voir que j'en étais. Donc maintenant, on arrive au terme de nos échanges. C'est avec tristesse que nous allons nous séparer et reprendre... provisoirement, j'espère. Provisoirement. Là, donc, parlons un peu de nos projets respectifs. Donc toi, c'est quoi tes projets à court et moyen terme? Donc à court terme, je travaille actuellement sur mon 3e livre. Ce sera la biographie très détaillée, donc très gros, chez Nimrod, qui va apparaître, si tout va bien, en automne 2021. Après, il y a d'autres projets. Donc, suite à tout ce qu'on a publié, à toutes les interviews, à tous les articles qui ont paru, donc j'ai les projets de documentaires. J'ai déjà plusieurs documentaires qui étaient tournés, mais qui sont en stade de post-production. Voilà. Et puis, on est de plus en plus sollicité. Enfin, moi pour ma part, mais je suppose que pour toi c'est la même chose. Donc voilà, il y a plein de trucs. Et puis, à la limite, on peut pérenniser même des échanges comme ça. On peut en faire d'autres, pas forcément en parlant de nous, mais en parlant aussi du renseignement en général, de l'histoire,
parce que souvent l'histoire est présentée soit pour les gens qui sont vraiment très extérieurs au service, soit par le service. Et donc des deux côtés, en fait, c'est pas les uns ils sont trop externes et les autres trop internes. Et donc il manque une vision au juste milieu, ou par les gens qui étaient à l'intérieur, mais qui voudraient présenter à l'extérieur quelque chose qui sera plus équilibré. Donc il y a plein de projets. Moi, je suis ouvert à tout, et tout ce qui est sérieux, tout ce qui est intéressant m'intéresse. Ouais, de toute façon, moi mes projets, je les ai présentés déjà à mes abonnés, mais ils savent que mon troisième livre, normalement, ça sera un roman d'espionnage. J'espère que j'aurai la capacité pour faire un bon roman. Je suis pas sûr, c'est une autre écriture. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Disons qu'en fait, c'est ce qui est. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai eu. Non, tu l'as pas eu, tu l'as laissé s'échapper. Tu n'as plus la main aussi ferme qu'avant. Sergueï. Donc, le roman d'espionnage, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Parce que ça va te permettre justement de te libérer du secret que tu t'imposes. Énormément encore, parce que effectivement tu es dans ton pays, tu as l'obligation de réserve, et puis tu penses à tes collègues, à ton service qui peuvent être dommageables ou dommagés par une parole incongrue. Et donc le roman d'espionnage, ça va te permettre de te libérer complètement de ce carcan du secret, et de t'épanouir tout en sachant que tu vas introduire ton expérience dans l'écriture. Donc ça peut être très intéressant. Et enfin, je lirai peut-être le premier roman d'espionnage qui me satisferait. Ouais, voilà. Donc j'attends C'est avec... marrant qu'on ait tous les deux la même réflexion sur les romans d'espionnage, en disant on n'arrive pas à lire le roman d'espionnage qu'on aimerait lire. Il y a un décalage, on sent Ou un que film, personne... c'est pareil, c'est la même chose. Ouais. Et donc, si ton roman d'espionnage marche, et après, si Hollywood te réclame, et Francis Ford Coppola qui te propose de tourner... J'hésiterais beaucoup. N'hésite pas à me prendre comme consultant, si comme jamais. Acteur aussi. Comme acteur, hein. Oui, ça veut. Après, je sais pas si je vais être un bon acteur devant la caméra, c'est autre chose. Hein. Alors, j'ai aussi un podcast déjà qui est sorti aussi un peu après mon livre, qui est sur la plateforme Magellan, et qui sont adopter les réflexes d'un espion. Et donc, c'est des réflexes moi, j'ai fait 15 ans à la DGSE, donc un certain nombre de savoir-faire et d'attitudes qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Et moi, il y a peut-être des choses, et toi ensuite, de ce que tu as appris, qui te restent dans la vie de tous les jours, tu as encore des réflexes. De toute façon, il y a la phrase consacrée en disant que l'espion un jour, l'espion toujours. Hein, c'est comme pour les scouts. Hein, c'est exactement la même chose. Et en fait, aussi, Poutine surfe beaucoup là-dessus en disant on ne quitte jamais l'espionnage vraiment. Et c'est un tout petit peu vrai, parce que c'est pas un métier comme un autre. Hein, moi, j'ai tendance même à dire que c'est un sacerdoce, c'est un mode de vie. Et bien évidemment, quand on adopte ce mode de vie, c'est pour toujours. Hein. Surtout que ces réflexes, ils peuvent servir dans beaucoup de métiers. Hein. Tout ce qui est, tout ce qui est lié à l'international, on a des réflexes aussi d'analyse, de vision, d'observation. Donc il y a ce métier particulier nous a permis de devenir les acteurs, pas les acteurs, mais les observateurs très avisés. Et donc, bien évidemment, ça sert. Et puis, sécurité, maintenant, le monde devient de plus en plus insécure. Donc, du coup, les réflexes de contrôle de ce monde extérieur, ça peut servir aussi. Hein. Les entreprises qui sont dans un environnement concurrentiel, eux, ils ont besoin des gens comme nous, hein, pour l'expliquer déjà ce qui les attend. Et comment on pourrait combler ce manque de contre-mesures par rapport aux méchants gars qui les entourent. En tout cas, je te souhaite le plus grand succès dans tous tes projets à venir. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser à nouveau, peut-être dans des projets communs.
comme on dit au Moyen-Orient, Inch'Allah. Tout à fait. Moi, en tout cas, j'étais ravi de ton invitation. J'aimerais bien parler un peu plus de tes livres, que pour l'instant, j'ai pas encore eu vraiment le temps de me plonger dedans parce que je suis dans l'écriture des miens et donc je veux pas d'abord te piquer ton style, tes idées, etc. Je veux écrire vraiment ce que j'ai envie de dire. Donc, pour l'instant, je l'ai lu vraiment un tout petit peu à la légère, à la va-vite, et je sens que je vais retrouver beaucoup de choses plus intéressantes et plus profondes que ça. Et donc à ce moment-là, n'hésite pas à me réinviter pour parler aussi plus profondément de tes livres quand j'aurai vraiment le regard avisé là-dessus. Rendez-vous est pris, ça marche. Merci beaucoup. C'était la 3e et dernière partie de mon interview de Sergueï Girnov. Ce fut un moment de grande complicité avec Sergueï. Nous nous sommes découverts tant de points communs, comme nous le pressentions d'ailleurs, que ce fut un moment très agréable et de grande complicité. Je pense que cela se voit d'ailleurs sur les 3 vidéos. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Pour ceux qui regardent les vidéos de Talks with a Spy, n'hésitez pas à vous abonner. Le nombre des abonnés stagne en ce moment. J'apprécierais donc un nouveau coup de pouce de votre part si vous appréciez mon travail. A bientôt sur Talks with a Spy. D'ici là, portez-vous bien.